Comment ça se passe chez vous en matière de formation à distance? À partir de quel moment vous avez jugé nécessaire de faire ce virage vers le numérique et comment se passe l'expérience? Et l'IFOCAD a démarré avec la stratégie de diffusion des cours et des programmes à distance. Pour nous, et en termes d'expérience, les étudiants ont réussi la distance parce que nous avons combiné la distance avec la formation en présence. Ce qui fait que c'est une approche mixte qu'on a utilisée de 2004 à 2013. 2004 à 2013, nous avons utilisé une approche hybride. C'est-à-dire, l'université a conçu et développé les matériels de cours. Les matériels de cours sont rendus disponibles aux étudiants. Donc, ce qui fait que pour chaque cours, il y a une documentation complète, ce qui est différent au niveau des universités qui enseignent seulement en présentiel. On appelle ça université traditionnelle. Donc, où l'enseignant, il vient en classe avec son syllabus et après le syllabus, il n'y a rien. Donc, les étudiants sont là pour écouter, pour entendre le professeur qui parle, qui partage son savoir et dans certains cas, qui impose son savoir aux étudiants. Et en conséquence, les étudiants n'ont pas le choix de se soumettre, on appelle ça comply en anglais, ils se soumettent et la responsabilité de ces étudiants-là, c'est de reproduire, de reporter ou bien de répéter ce que le prof a enseigné lors de l'examen. Maintenant, les expériences ont montré que, eh bien, plein de gens ont entamé des études universitaires en présentiel, mais n'ont pas pu compléter ces études. C'est-à-dire, il y a toujours des éternels étudiants à l'université, des gens qui ont complété 4 années d'études, mais qui n'ont jamais eu le diplôme. Et l'expérience a été positive pour nous, ou bien l'expérience se révélait intéressante pour nous dans le sens que les étudiants ont participé au cours en présentiel durant les vacances d'été, les vacances de Pâques et les vacances de Noël. Et ils ont retourné chez eux avec une documentation, un matériel didactique et pédagogique complet et leur responsabilité consiste à lire, prendre connaissance de ce matériel et ensuite effectuer ou réaliser les travaux notés qui ont été proposés dans le matériel. Donc, l'étudiant n'est pas passif, il est actif. Il est actif dans la construction de nouvelles connaissances en interaction, c'est-à-dire l'étudiant est en interaction avec le matériel didactique et pédagogique. Donc, la documentation du cours qu'on appelle matériel didactique et pédagogique joue le rôle de l'enseignant et la lecture de ces textes d'enseignement joue le rôle d'enseignement, le matériel joue le rôle d'enseignant, l'étudiant est en interaction avec le matériel et de là, on parle de relation pédagogique à distance. Donc, cette relation pédagogique est lieu lorsque l'étudiant se familiarise ou du moins fait le point sur sa capacité à lire, et ce n'est pas n'importe quelle lecture, parce que ce n'est pas comme un roman qu'on lit, mais c'est une lecture active. L'étudiant construit du sens à partir de ce qu'il lit et aussi il donne un sens pendant qu'il recherche le sens à partir de son projet d'apprentissage. Donc, dans le sens que la formation à distance, telle qu'elle est conçue à l'UNIFOCAD,
produit des étudiants matures, c'est-à-dire des étudiants qui ont une certaine motivation interne. L'étudiant fait preuve de motivation. L'étudiant se donne un objectif pour la semaine, pour le cours, et il effectue les travaux qui ont été proposés dans le matériel avec l'assistance et l'accompagnement et le soutien technique du tuteur, ou du moins de l'assistant professeur. L'étudiant est capable de réussir son programme. Maintenant, le souci que nous avons maintenant, c'est que la formation à distance a été proposée par l'industrie universitaire comme étant une alternative à la distance. Donc, la formation à distance a été reçue par nous autres professeurs spécialistes en formation à distance comme étant une alternative. Tandis qu'aujourd'hui, la formation à distance constitue une barrière au projet de formation des étudiants. Je vais m'expliquer. Dans un premier temps, la formation à distance répond aux besoins de formation des étudiants qui confrontaient à un problème de distance, distance géographique, distance économique, distance sociologique, distance technologique. Et maintenant, cette même formation à distance qui a été considérée comme étant un instrument, une stratégie, une alternative, eh bien aujourd'hui, il faut une alternative à cette distance puisque le plus grand et la plus grande barrière que nous avons maintenant dans le cadre de la diffusion de la formation à distance, c'est la distance technologique, essentiellement avec cette question d'Internet. Il y a des étudiants qui ont reçu un lien Zoom qui ne peuvent pas accéder au cours à cause des limitations que les étudiants ou bien que ces étudiants ont avec la technologie. Il y a des étudiants qui sont bons en technologie, qui se connaissent dans le numérique, qui se familiarisent très bien avec le numérique, mais qui ont un problème d'électricité. Et d'autres ont des problèmes d'Internet, de connexion à Internet. Donc, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de littératie numérique, d'alphabétisation numérique, c'est un premier niveau, c'est-à-dire les étudiants, pour la plupart, ne se connaissent pas dans le numérique. Et le deuxième niveau, c'est le niveau de connexion à Internet. C'est-à-dire qu'il faut de l'argent pour payer les frais exigés par les compagnies de services d'Internet. Et puis le troisième niveau, c'est le niveau macro. Il y a un problème d'électricité partout en Haïti parce que l'État haïtien n'arrive pas jusqu'à présent à fournir à toute la population un service d'électricité. Certains étudiants qui sont à la campagne, qui vivent dans la paysannerie, ils utilisent un inverteur, 2 ou 3 batteries, et puis ils se sont connectés. Donc là, à ce moment-là, l'autre problème qui surgit, c'est le problème de connexion à Internet. Donc là, il y a 3 problèmes. À ce niveau-là, nous autres, à le niveau 4, qu'est-ce que nous faisons? Et Michelo s'est donné pour tâche d'alphabétiser les étudiants dans le domaine du numérique, c'est-à-dire aider les étudiants à se familiariser avec le numérique. Ça, c'est le premier niveau, le niveau de littératie, le niveau d'alphabétisation. Et le deuxième niveau, qui ne nous concerne pas, qui est une menace, c'est la connexion, c'est l'électricité. Et le troisième niveau, et toujours au niveau macro, le coût de la vie empêche les étudiants d'avoir une bonne connexion à Internet. Lorsqu'ils sont venus à l'Unifocad, ils ont une bonne connexion à Internet, mais lorsqu'ils sont chez eux, ils n'arrivent pas à se connecter. Donc, certains étudiants ont un téléphone intelligent,
Mais d'autres, c'est le contraire. Donc aujourd'hui, la formation à distance, le numérique constitue une opportunité, et cette même opportunité, il y a des... Et la formation à distance qui a été considérée comme étant une alternative pour la distance ou bien pour les distances. Et aujourd'hui, il nous faut une alternative parce que la formation en ligne exige une bonne connexion à Internet et l'accès à l'électricité et ensuite une bonne connaissance du numérique. Merci. Bon, donc l'expérience de Nifoca est très enrichissante. Il y a des points, Lista, je sais que tu vas réagir là-dessus. Et pour, par exemple, en parlant de barrières, effectivement, bien chose, une différence entre formation à distance et formation en ligne. C'est vrai que la formation à distance est, je dirais, est facilitée par les ressources numériques actuellement, puisque avec les outils qu'on a, ben, ce partage des documents, par exemple, le numérique permet, la technologie, oui, ça peut faire parler de technologie, appuie l'enseignement en présentiel, ça facilite les échanges entre étudiants et enseignants, ça facilite la gestion, le partage des ressources pédagogiques, et ça facilite aussi la question d'évaluation. Mais effectivement, il y a un problème que Wista, je vais t'inviter à réagir là-dessus, que le professeur de nous vient de souligner là, c'est premièrement deux types de barrières. Hein. Premièrement, barrière du point de vue infrastructurel. Par exemple, utiliser la technologie, ça demande de la connectivité. Internet à haut niveau. À haut niveau, je me souviens à une époque où je commençais mes études doctorales en Haïti à distance. Puis un jour, j'assistais à un cours et le moment où je vais faire mon exposé, c'est à ce moment-là que ma connexion Internet m'a lâché. Donc, vous voyez, il m'a fallu une quinzaine de minutes pour me reconnecter. À ce moment-là, bon, d'autres étudiants sont intervenus, bon, heureusement. Vous voyez, donc, la question de connectivité, hein. Parfois, quand on fait des activités en ligne, des cours, les étudiants ne peuvent pas avoir accès aux plateformes, etc. Donc, la question Internet, l'électricité, on n'en parle pas. Et ça revient toujours. Et puis, il y a la question d'outils, de matériel. Hein. Combien d'étudiants ont les moyens de s'acheter un ordinateur? Bon, je sais que parfois, il y a même des parents, des étudiants qui ne peuvent pas acheter des matériels, je dirais, classiques, si on veut dire, hein, des livres, des cahiers. Donc, comment leur demander d'acheter un ordinateur, une tablette numérique, etc. Donc, tout ça, c'est un premier niveau. Mais il y a aussi le niveau de compétence, à la fois du côté des enseignants, parce que les enseignants, un professeur qui enseigne depuis 20-30 ans, qui enseignait, comme on le sait, comme vient de dire M. au début, avec son cahier, sa voix, et parfois rien d'autre. Donc, comment faire ce virage vers le numérique où ça demande d'autres approches. Et puis, il y a aussi la capacité des étudiants, aussi la question de littératie numérique. Et je me souviens que, par exemple, un professeur de l'Université Laval, qui était très proche d'Haïti, d'ailleurs, qui a fait plusieurs interventions à l'UNIFOCA de l'Université d'Haïti, Florence Piron, a écrit un texte où il estimait que la littératie numérique et l'accès au web sont rares. Et il y a un extrait de son article qui décrit un peu une situation que moi-même personnellement j'ai connue, parce que je me souviens avoir ouvert un ordinateur pour la première fois de ma vie. J'étais déjà en première année universitaire. J'étais déjà étudiant à l'UEH quand j'ai ouvert un ordinateur pour la première fois. Donc, la littératie numérique qui désigne la capacité d'exploiter de manière optimale les possibilités d'un ordinateur et du web. Par exemple, certains n'ont touché un ordinateur qu'à leur première année universitaire. Bon, ça, c'est ma situation. D'autres n'ont pas d'adresse électronique.
ou utilisent l'ordinateur comme une machine à écrire uniquement. Et, et ils n'ont bien souvent aucune idée des ressources scientifiques et éducatives libres qui sont déjà disponibles sur le web. Alors que les universités du Nord, Canada, États-Unis, en France, en Europe, etc., initient leurs étudiants à ces outils. Donc, initient les étudiants, mais aussi les enseignants aussi, hein. Donc, tout ça, donc, dès qu'on parle d'atouts, d'opportunités et de défis du numérique, on voit tout ça, ces barrières, c'est plusieurs niveaux de barrières et ça, une réaction par rapport à tout Ouais, c'est ça. ça. Mais C'est beaucoup de choses, hein, c'est beaucoup en de même choses, temps. c'est beaucoup, 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 et comment départager tout ça. Mais en Réellement. fait, toutes ces réflexions avec l'intervention du professeur Desmiro, déjà, je le salue et en fait, c'est comme un exemple concret de ce qu'il fait en Haïti et je trouve que c'est bon. Et, mais ça m'a fait réfléchir à un texte, un livre que c'est vraiment une personne, elle est enseignante à l'Université de Ottawa. Je ne sais pas si elle est retraitée de moi, mais elle a écrit, c'est Lorraine Savoisa qui a écrit un livre. En fait, elle a présenté les différents modèles de changement planifié en éducation. Et à travers un modèle qui m'a beaucoup fait réfléchir au cas d'Haïti, c'est le modèle de Berman et McLaughlin. Donc, dans ce modèle, il met l'accent sur différentes variables quand il y a changement, parce que là, on parle de l'enseignement traditionnel tel qu'on connaît, la crèche, le professeur qui vient, qui fait son cours magistral et après, donc les étudiants, soit ils ont des documentations ou pas, bon, des documentations, il faut l'exiger que ce soit en traditionnel ou pas. Et aussi, mais maintenant, on parle de un professeur, comme tu as dit, 25 ans, je fais mon cours magistral, je fais mon cours en présentiel. Donc, et maintenant, on me demande d'utiliser un outil, d'utiliser des outils même de l'Internet pour enseigner. Donc, ça, c'est vraiment un changement et c'est des gros changements. Et juste pour accentuer, quand il parle de changement dans le modèle McLaughlin, ils disent il y a des variables qu'on doit prendre en compte. Par exemple, ils disent une variable qui est très importante, c'est les caractéristiques locales. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on doit avoir comme un modèle calqué haïtien dans le sens pour les universités haïtiennes. Je suis en train de dire de prendre en fait, et toutes ces réflexions me disent, ah voilà, c'est important d'avoir des concepteurs pédagogiques ou bien des technopédagogues. Parce que nous, ce qui nous aide à faire réfléchir, donc, de prendre le contexte des caractéristiques locales, je veux dire, quelle communauté que j'ai, quel type d'étudiants que j'ai, quel type de professeurs que j'ai. Donc, et en prenant en compte ces caractéristiques, on va voir quelle technologie on pourrait utiliser qui pourrait aller mieux. Parce que quand on parle de technologie, ça ne veut pas dire tout ce qui fait dans une université doit être calqué directement dans une autre université. On peut l'utiliser à différents modèles, on peut l'utiliser à différents niveaux.